Bonjour à toutes et à tous, la Belgique se relance, c'est du concret dans la province de Liège depuis lundi. Malgré la crise sanitaire, malgré les inondations, tous les habitants de cette région nous montrent tous les jours ce que le terme résilience veut dire. Alors que le comité de concertation annonçait mardi le renforcement des mesures existantes, notre tour de Belgique se poursuit à la rencontre de chefs d'entreprise, d'ingénieurs, de fonctionnaires et bien d'autres. Nous vous recevons sur ce plateau pour écouter votre vision d'une Belgique plus forte, plus compétitive, plus ambitieuse aussi. Les secteurs de l'ORECA, du tourisme, de la culture, du sport sont à l'honneur aujourd'hui avec nos invités. Stefano Pace, directeur de l'Opéra Royal de Wallonie. Bonjour Stefano, merci d'être avec nous. Merci à vous. Séverine Philippin, directrice générale des Thermes de Spa, une institution, on va en parler dans quelques instants. Merci d'être là. Pierre-Laurent Fassin, directeur général du RFC Liège. Merci d'être autour de la table. Guillaume Scallet, le fondateur des Ateliers Gourmands. Merci d'être là pour parler de la relance. Mais avant de parler de la relance, on va quand même revenir un petit peu sur ce qu'on vient de vivre. On a envie d'en parler au passé, même si on n'en est pas encore sorti. Stefano, cette crise sanitaire à l'Opéra de Liège, vous l'avez vécue comment ? Disons que je l'ai vécu de loin, parce que moi j'arrive à l'Opéra de Liège en octobre, mais quand même, vous étiez en Italie. J'étais en Italie, mais avec disons, beaucoup d'intérêt pour ce qui s'est passé ici à Liège, effectivement. Mm-hmm. Et ça a été vécu, disons, de manière active. Dans le sens que on a toujours pensé les gens ont toujours pensé à comment recommencer et comment relancer les théâtres, à ne pas arrêter, à garder les contacts avec les publics. Et donc, il est vrai qu'il y a eu toute une série d'actions qui sont passées par vraiment des actions de participation avec activités qui ont été celles de couper et coudre des blouses pour les personnels sanitaires, des masques qui ont été distribués, mais aussi préparer, continuer à travailler justement en télétravail pour pouvoir maintenir ce contact avec le public, parce qu'il fallait préparer effectivement la rentrée, et par deux fois cela s'est passé. Et disons que tout ça a donné des fruits. Puis, il a fallu continuer à travailler pour préparer les décors, les costumes. C'est tout un état de préparation à long terme. Et ce qui a permis, à chaque fois que la réouverture s'est faite, avec une jauge plus réduite la première fois, mais à jauge complète la deuxième fois, de constater que les publics, effectivement, avaient suivi, et ne nous avaient pas abandonnés, au contraire, qu'il y avait ce grand désir. Et là, on vient pratiquement de terminer presque la deuxième production de cette nouvelle saison, et on voit qu'effectivement le public est là, et les taux de remplissage est vraiment très encourageant, parce qu'on est sur Onegin pratiquement à 90%. Allez, on va y revenir dans la deuxième partie de cette émission, sur la deuxième phase et la relance de tout ça. Séverine, même question au terme de Spa, 11 mois de fermeture. Comment on fait pour gérer ça ? Il y a une petite partie d'improvisation, parce que évidemment ces 11 mois de fermeture, on ne les avait pas prévus. Lorsqu'on a commencé à se confiner, on était loin de s'imaginer qu'on allait d'abord avoir une fermeture de 3 mois et demi. Et puis lors du deuxième confinement, on s'est dit, bon, ok, ça va, allez, on va refaire un effort pour 15 jours, 3 semaines. Et puis non, ça a duré 7 mois et demi. Donc on a dû un petit peu improviser de mois en mois. On se disait, bon, bah allez, on va refaire encore un effort d'un mois. Donc à aucun moment, on a pu prendre des mesures que l'on estimait être de bonnes mesures à long terme, parce qu'on aurait pu finalement nous dire, bah tiens, voilà, vous allez pouvoir ouvrir dans quelques semaines. Sauf qu'on ne le savait pas. On ne le savait pas. Et puis aussi, en ce qui nous concerne, notre secteur à nous, du thermalisme, qui est un peu spécifique, n'était en soi jamais repris dans aucun des secteurs qui étaient cités. On a cité l'ORECA, le secteur culturel, etc. Mais le thermalisme, qui regroupe finalement beaucoup de métiers, le métier de contact, l'ORECA, les piscines publiques. Voilà, tout ça, ce secteur, lui seul, n'était pas représenté. Donc on essayait de suivre un petit peu les dates de reprise
des différents secteurs et d'essayer de se situer là-dedans. Donc voilà, on a essayé de gérer au mieux parce que c'est un établissement, un métier de service, donc avec beaucoup d'employés. Et oui, évidemment, il a fallu gérer ces employés qui se demandaient tout à coup ce qu'il allait advenir d'eux. On parle de combien de personnes ? Donc sous contrat, on est environ 65 personnes sous contrat, mais si on considère également les indépendants, les intérimaires, on dépasse largement la centaine d'employés qui dépendent de notre institut, de notre centre thermal. Bon, j'imagine que dans toute crise, il y a du bon. Vous allez nous l'expliquer tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut aussi retirer de la crise ? J'espère qu'on y trouve toujours quelque chose. Pierre-Laurent, niveau sport, comment ça s'est passé ? Ça ne s'est pas passé. Quand vous apprenez la nouvelle, on s'en doutait, donc j'ai l'impression de parler déjà d'il y a très longtemps, donc c'était en mars 2020, donc il y a bientôt 2 ans. Donc on nous a dit, fini, les championnats s'arrêtent, c'est terminé, que ce soit pour les adultes ou pour les jeunes, donc tous 600 jeunes qui ne peuvent plus s'entraîner, qui ne peuvent plus avoir une activité physique. C'est au-delà du sport, c'est aussi pour la santé des jeunes, et une équipe première qui n'est pas professionnelle, puisque le football professionnel a pu continuer à jouer, qui a été complètement à l'arrêt, donc des joueurs qu'on a dû mettre en chômage économique. Ça nous a permis quand même de préparer une saison qui n'a pas eu lieu, quasiment pas, donc on est retombé à l'arrêt. On a eu la chance de pouvoir jouer un match de Coupe de Belgique contre Anderlecht en février 2021. Est-ce qu'il y avait à un moment donné une injustice ou une incompréhension ? Pourquoi le sport pro continue et pas... Il y a eu plein d'injustices, plein d'incompréhensions pour tout le monde, pas seulement pour le secteur du sport. Je pense que pour plein d'autres secteurs, il y a eu des décisions, des 2 poids 2 mesures, Mais la situation était telle qu'il a fallu agir ou ne pas agir parce qu'on nous l'imposait. On a passé le cap. Je pense que maintenant on est relancé, on est bien relancé. Qu'est-ce qui était le plus dur à gérer au quotidien, cette période ? Les gens, les équipes, le moral Oui, les joueurs, parce qu'il faut, même si on est une équipe amateur, on a quand même des joueurs professionnels, donc c'est quand même aussi leur santé. On parlait de la santé des jeunes tout à l'heure, mais c'est aussi la santé des joueurs professionnels. S'ils ne s'entraînent plus pendant une longue période et qu'ils doivent reprendre après, il y a des risques de blessures, donc c'est leur carrière qui est en jeu. Donc il a fallu gérer ça aussi, essayer de gérer les finances du club, parce qu'à un moment donné, le business plan, le business model du Football Club Liégeois, c'est aussi beaucoup le public. Et donc comme il n'y a pas de match, il n'y a pas de public. Donc forcément... C'est pas sur abonnement ? Si, justement, mais donc... Et grâce à ça, mais on en parlera sûrement dans la relance, on est content de voir qu'on a un record d'abonnements. Mais n'empêche que pendant 1 an et demi, comment va-t-on faire ? Heureusement, on a des supporters fabuleux, on a des sponsors fabuleux qui ont continué à nous soutenir, qui nous ont dit c'est rien, on veut aider le club, Grâce à ça, on a pu se maintenir, plus évidemment une gestion encore plus rigoureuse qu'elle ne l'est d'habitude. Donc, s'il y a un mot que je peux pointer de ce que vous dites, c'est la solidarité ? Elle était là pendant cette période ? Oui, elle était là en interne, elle était là aussi parce que le club s'est aussi mobilisé avec ses supporters pour faire des ventes aux enchères. On a pu, grâce à ça, acheter un respirateur au CHU. Donc voilà, il y a eu aussi un élan de solidarité au sein du club. Mais en effet, oui, solidarité à tout niveau. Oui, on le verra tout à l'heure aussi. L'humain, on l'entend dans ces émissions de la Belgique se relance, l'humain est revenu un peu au cœur des priorités. Ça fait quand même pas de mal. Guillaume, ça fait quoi quand on perd 95% de son chiffre d'affaires du jour au lendemain ? Au début, c'est très stressant. Vous êtes traiteur, Je suis traiteur, à Liège. Donc oui, au début, en l'espace de 2-3 semaines, j'ai perdu quasiment 95% de mon chiffre d'affaires. Donc l'inconnu, c'est toujours particulièrement stressant. Après, la chance que j'ai eue, c'est que ça a été assez vite, je trouve, pour mettre des choses en place avec le chômage temporaire, avec les aides, le droit passerelle, la première prime, puis ça a suivi. Donc, et la chance, je dirais aussi la grande chance qu'on a eue, c'est qu'on a pu continuer à faire par exemple de la vente à emporter tout en étant aidé. Donc moi je dirais que pour ça, on a été un peu favorisé par rapport à ceux qui ont dû fermer totalement, quoi. Comment on a diffusé votre reportage lundi, dans le début, j'ai envie de dire, de la semaine sur cette province de Liège. On a découvert votre portrait. Vous n'avez pas toujours été dans l'ORECA. Vous décidez un jour de vous lancer dans l'ORECA. Effectivement, j'ai fait des études de marketing et puis j'avais envie d'entreprendre. Et comme la cuisine a toujours été ma passion, je me suis dit à un moment, je vais joindre ma passion avec... Ça fait combien de temps que vous avez lancé ces ateliers gourmands Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Ouais. Quand la crise s'invite là, à la fête, votre première réaction, c'est quoi ? J'étais un peu déprimé, quoi.
Vous dites j'ai fait le mauvais choix? J'ai fait le mauvais choix, voilà. J'ai d'ailleurs regardé un peu, j'ai cherché des offres d'emploi en me disant je vais rebondir. Voilà, parce qu'il y avait cet inconnu. Et puis au début, je me suis dit, voilà, si c'est pour repartir avec des dettes, c'est pas l'envie. Et puis voilà, il y a eu les aides du gouvernement. Je me suis vite rendu compte que j'allais savoir m'en sortir et repartir avec une trésorerie voilà, et de bon pied. Et puis alors la grande nouvelle, c'est que ici, mes anciens clients sont toujours là, ils rebondissent très rapidement. Il y a effectivement cette solidarité dont on parle, et j'ai des nouveaux clients aussi. Et ici, les 2 derniers mois ont été extraordinaires, quoi. Ouais. Un mot sur les inondations, difficile d'être dans cette province sans en dire un mot. Vous avez plutôt eu de la chance, vous êtes sur les hauteurs de Liège, à Saint-Nicolas, donc vous n'avez pas été touché. Voilà. Est-ce que certains d'entre vous ont été affectés par ces inondations ? Laurent ? Non, sur les hauteurs à recours, Ouais, donc ça on a été épargné par cela, et de manière privée aussi, puisque j'habite dans le coin, donc voilà, mais bon, des proches ont été touchés, et des supporters ont été touchés, des familles de joueurs ont été touchées, et là aussi il y a un élan de solidarité qui s'est créé avec les supporters, avec le Football Club liégeois, avec la ville de Liège, voilà, on a réagi aussi de cette manière-là, mais on a senti que même si on n'était pas touché directement, je pense que tous ici, voilà, ça nous a vraiment frappé de manière inattendue, juste après le Covid. C'était une double peine pour la province quand même. Oui, il y en a qui ont été touchés. En plus, on était vraiment dans le moment où ça repartait, où on était positif, et il y en a qui ont bien ramassé. Qui ont bien dégusté. Séverine, après une période de crise comme celle-là, je vous poserai la même question, Stefano, parce que vous venez d'arriver, vous venez de prendre le relais de votre prédécesseur qui était italien aussi. Après une période de crise comme celle-là, est-ce qu'on remet en question le modèle ? Oui, effectivement, parce que surtout que nous, les 2 réouvertures, la première réouverture après le premier confinement de 3 mois et demi, et puis ici le 9 juin après le deuxième confinement, nos réouvertures étaient conditionnées à la mise en place de certaines mesures sanitaires. Nous n'avons pas pu rouvrir notre établissement de la même manière qu'avant Covid, c'est-à-dire que nous avons une capacité instantanée maximale à ne pas dépasser en temps normal. Celle-ci a été réduite de moitié en raison des mesures sanitaires qui étaient imposées. Et c'est quand même rentable, ça a été rentable d'ouvrir quand même ? Alors il a fallu user de stratégies pour faire en sorte que ça le devienne, que ça le reste. Donc on a dû réanalyser un petit peu toute la segmentation de notre clientèle, de voir comment gérer au mieux les gens qui étaient à l'intérieur, et faire en sorte qu'ils soient le moins possible l'un sur l'autre, qu'ils aient ce sentiment de sécurité, qu'ils n'aient pas l'impression d'être entassés l'un sur l'autre avec trop de clients autour d'eux. Et en fait, voilà, on a dû changer un petit peu la segmentation, essayer de limiter plutôt le segment de clients avec les enfants, donc le segment famille, pour privilégier le couple ou les amis qui viendraient ensemble, pour que ça reste plus calme, qu'il y ait moins de va-et-vient. Et en fin de compte, ce profil, ce public s'est avéré être peut-être un peu plus intéressant pour nous, parce que du coup, on le sait, les gens sont sortis de la crise, avaient réellement envie de se faire plaisir. Et ça s'est plutôt bien reflété au niveau de nos résultats, puisque là, du coup, ce public avait envie de plus de soins individuels, plus de soins un peu plus haut de gamme. Et donc, la formule moyenne était complètement différente pour le public qu'on a accueilli. Et dès lors, on a pu finalement quand même assurer une rentabilité, donc avec moins de clients, mais une dépense plus intéressante pour eux au niveau de l'expérience, et pour nous également. Donc en soi, on est plutôt content. On a fait finalement une bonne saison d'été 2020, et on a réellement explosé ici à la reprise à partir du 9 juin. Il y a eu un petit ralentissement effectivement pendant 15 jours lors des inondations. Nous n'avons pas été physiquement touchés, mais toute la région a été lourdement atteinte. Certains collaborateurs chez nous ont été sinistrés. Donc voilà, il y a eu une ambiance un peu morose comme ça qui s'est installée pendant 15 jours. Mais néanmoins, le mois de juillet a été très bon, et le mois d'août alors a repris en force. Et ça nous a permis de vraiment faire une très très belle saison depuis le 9 juin
jusqu'au mois de septembre. Et là, on va dire aujourd'hui, sur le mois d'octobre, on arrive à faire un chiffre d'affaires qui s'apparente à ce qu'on avait en 2019, qui était pour nous la meilleure année depuis... La reprise est là, quoi. Oui, tout à fait. Stefano Pace, comment on arrive en Belgique dans ce contexte-là? Je veux dire, on sait ce qui s'est passé en Italie avec la crise sanitaire. On n'y croyait pas d'ailleurs. On regardait l'Italie. Quand ça a commencé vraiment à arriver en Italie, on se disait que ça allait sûrement remonter chez nous. Mais comment vous arrivez à prendre les rênes de l'Opéra de Liège dans ce contexte-là? Mais disons, avec l'expérience déjà faite quand même en Italie, et avec un esprit tout à fait positif. Il est vrai que ce qui m'a frappé le plus, parce que je n'étais pas habitué au Covid, mais nous savions que cela s'est passé un peu pareil partout, c'était les inondations. Ça m'a vraiment frappé, parce que c'était effectivement rajouter une couche sur quelque chose au moment où les choses allaient repartir. Et ayant vécu dans le passé aussi des expériences pareilles personnellement, je sais exactement ce que ça fait. C'était vraiment très choquant. Et on n'avait pas besoin de ça. Et je dois dire qu'aussi beaucoup de nos salariés ont été sinistrés. Et il y a eu une grande solidarité de la part de l'Opéra vis-à-vis d'eux. Mais c'était ça les premiers vraiment impacts qu'il y a pu avoir. Mais je dois dire que les gens n'ont pas baissé les bras. On ne baisse jamais les bras. Et c'était important d'aller de l'avant. On trouve la situation qu'on trouve. Je trouve quand même un beau théâtre avec des personnes qui sont vraiment exceptionnelles, magnifiques. Ils ont envie de travailler, de donner tout ce qu'ils peuvent. Et ils l'ont fait. Ils sont en train de le démontrer. On est en train de se relancer. Et les théâtres se relancent. Et le public est présent. Et tous les efforts qui ont été faits pendant cette fermeture pour préparer constamment la relance, donc avec des diffusions en streaming, avec des plans de spectacles, d'enregistrement, la préparation donne des fruits. Tout le problème était, est-ce qu'ils vont revenir au théâtre? Ce n'est pas le cas dans d'autres pays, et notamment en Italie. Est-ce que tout le monde avait cette crainte? Est-ce que les gens vont reconsommer, revenir? Nous, on a tout fait pour que le public revienne, même après pendant le premier confinement, avant que ça ne reclaque, on avait mis des tribunes en plus pour pouvoir avoir les 1200, pour avoir la jauge autorisée par la commune de Liège, par la ville de Liège. Par contre, ici, paradoxalement, à la culture, ici au niveau sportif, et j'ai un peu discuté avec d'autres dirigeants de clubs sportifs liégeois, les gens ont du mal à revenir. Notre stade n'est pas complet, alors que, par exemple, on a joué un match il y a un mois, le même match il y a 2 ans, on avait presque 500 repas VIP, ici on en avait 250. Et pourquoi Je pense qu'il y a 2 aspects. Il y a l'aspect Covid Safety Kit, parce qu'il y a, on le sait, en province de Liège, qui est une des provinces les plus touchées par le Covid, il y en a beaucoup qui refusent de se faire vacciner, les tests et tout ça, donc ne peuvent pas venir dans un stade. Et je pense aussi l'atmosphère générale est de se dire qu'on va se remettre dans un endroit, même si un stade de foot c'est à l'extérieur, mais dans d'autres sports, on sent aussi que les gens ont du mal à revenir. Mais paradoxalement, on n'a jamais eu autant d'abonnés que cette saison-ci. On a dépassé la barre des 1000 abonnés. Ce qui n'est jamais arrivé, en tout cas depuis... Comment on l'explique ça, du coup? Voilà, c'est assez paradoxal. On espère que dans les semaines qui viennent, ça va revenir. Même si ça a l'air de remonter un petit peu, mais que ça va un peu se dissiper quand même, et que les gens vont retrouver une certaine confiance, de se retrouver dans des endroits où il y a beaucoup de monde. Donc oui, c'est un peu cette dualité des choses. Mais voilà, on est là, on propose, on fait tout ce qu'il faut pour... Oui, c'est ça. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent, mais voilà, ça va. Je pense que ça va prendre encore quelques semaines. Guillaume, vous aussi, vous avez eu peur que les gens ne reconsomment pas, ne fassent plus appel à vous? Peut-être un petit peu au début, mais ici, vu comme c'est parti ici, je ne pense plus que c'est... Je crois que voilà, les gens ont envie de se faire plaisir, ils ont envie de manger. Je ne pense pas qu'on va perdre cette habitude-là. On a envie de manger. Voilà. Séverine, vous avez eu à un moment donné, ça vous a traversé l'esprit? Les gens vont plus être comme avant, vont consommer complètement autrement? Vous avez eu peur de ça? On a eu quelques doutes, mais d'un autre côté, on a tenu pendant toute la durée du confinement à assurer quand même une permanence aussi téléphonique. Et il était
très drôle de constater en fait que dès qu'il y avait des annonces dans les JT, etc., le téléphone ressonnait à pas d'heure de la journée ou de la nuit pour savoir alors vous avez des nouvelles, vous allez rouvrir. Donc on sentait qu'il y avait un enthousiasme et c'était pas 2 appels par jour, c'était parfois par vague comme ça des dizaines d'appels par jour. Donc on se disait les gens ont réellement envie de revenir. Donc voilà, on n'a pas eu trop de craintes. On pensait que en fait, la première reprise après le premier confinement a redémarré un peu plus lentement. Le premier mois était un petit peu... les 3 premières semaines ont été un peu au ralenti. Par contre, ici, au mois de juin, lorsqu'on a pu rouvrir, ça a été directement du jour au lendemain, boum. Les gens sont revenus, les gens ont tout de suite réservé et ça a nécessité qu'on recrute énormément de personnel, plus qu'avant Covid finalement. Ah oui. Donc pour avoir plus de thérapeutes, plus de personnel pour les différents départements l'ORECA partout, pour justement répondre à toute cette demande. Oui, c'est ça. Où les gens ils ne veulent que se faire du bien, que se déstresser. On a quand même l'impression, à vous entendre, j'ai l'impression que vous êtes adapté évidemment, vous avez parfois fonctionné autrement. Stefano Pace, vous disiez aussi que vous êtes tourné vers le streaming, ce qui n'était pas forcément le cas systématiquement avant. Est-ce que le streaming a aussi sauvé un peu la culture et conservé ce lien avec le spectateur pendant la crise ? Oui, je dirais qu'il a pas toute la culture, parce que pour le cinéma, ça n'a pas été une belle chose. Pour l'opéra, la consommation de l'opéra se fait principalement, c'est du spectacle vivant, ça se fait à l'opéra. Ouais. Donc ça a été une espèce de manière de faire attendre le public, non ? C'était un peu mais c'était une manière de faire travailler les gens, de faire travailler nos artistes, de continuer un exercice, parce que comme les entraînements pour les sportifs, même les artistes doivent continuer à travailler, parce qu'après, si on fait, on ne peut pas envoyer des choses, il y a des artistes qui, c'est vrai, nous avons du personnel qui est là, qui est quand même d'une certaine manière protégé, parce qu'ils ont un emploi dans une institution comme la nôtre. Mais il y a tous les artistes qui sont des artistes invités, qui, eux, ils vivent de ce métier et ils ont terriblement souffert parce que tout dépend des régimes dans lesquels ils se retrouvent. Des pays viennent de plein de pays, même si plus de 40% de nos artistes sont des artistes qui viennent pratiquement de la région. Mm-hmm. Mais disons que cela a permis de continuer à s'exercer, à montrer que nous continuons à exister, que nous nous préparions à réaccueillir les publics. Mais la consommation de notre produit opéra, certainement pas remplacé les publics en présentiel. Donc, cela nous a permis effectivement d'obtenir après un résultat qui est tout à fait phénoménal, qui est celui d'avoir ces jours-ci 90% de retour de... Quand même. Le public qui est très important, et donc on compte revenir à quand même, ça fait 104 000 personnes par an avant Covid, et donc si on sera à 95 000, mais on compte de récupérer, parce qu'après il y a les différentes problématiques liées pas seulement au Covid Safety Ticket, mais aussi tous les publics des très jeunes scolaires, où il y a encore des pas réticence, mais problématique pour pouvoir leur donner plein accès, mais ce qui est en train de se faire, et prochainement avec les spectacles qui recommencent pour les jeunes publics. Donc, on est vraiment en train de se relancer. Ça, c'est certainement, on le voit, les tendances aussi d'achat d'abonnements et des billets, c'est quelque chose qui me fait dire que le travail qui a été fait pendant la fermeture a été vraiment très bien fait, et c'était un très bon travail. Allez, c'est agréable à entendre en tout cas. Oui. Guillaume, est-ce que ça a un peu changé, cette crise, votre vision de votre métier ? Est-ce que vous travaillez aujourd'hui exactement comme vous travailliez il y a 2 ans ? Je dirais que j'ai quand même un peu changé. Le fait de s'arrêter comme ça pendant un moment, ça permet de peut-être de mieux s'organiser. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on travaille mieux qu'avant. Je ne sais pas vraiment expliquer ça, le fait de m'avoir arrêté, d'avoir réfléchi, d'avoir réorganisé.
ça a été vraiment bénéfique. Oui, c'est fou parce que, de nouveau, c'est une discussion qu'on a eue ces dernières semaines sur ce plateau. On a l'impression que prendre une bonne claque à un moment donné, ça aide aussi à remettre les idées en place et à faire les choses, et c'est fou, hein, mieux. Et c'est ça que vous avez... c'est ce sentiment que vous avez aujourd'hui. Ah oui, c'est vraiment ce sentiment, parce qu'en plus ici, vu comment ça reprend, je me dis qu'il y a 2 ans, j'aurais peut-être pas réussi à réussir ce que j'ai réussi ici sur les 2 mois. Donc ça, c'est vraiment chouette. Vous avez l'impression que ça vous a forcé à plus d'agilité aussi, Pierre-Laurent ? Adaptation plutôt. Oui. Par exemple, on a, c'était dans les objectifs du club, mais de digitaliser les tickets boissons, par exemple. Oui. On est arrivé maintenant avec une carte cashless. Donc c'est même plus, on ne l'a même pas appelé cashless, on l'a appelé contactless, oui. Parce que période Covid, ben voilà, on a dû anticiper certaines choses qu'on prévoyait de faire, mais voilà, on les a faites. On a fait aussi le streaming. Maintenant, nous, on n'a pas de match, donc forcément, oui. On ne s'est rien proposé, mais oui. On s'est dit, bah oui, avec des supporters qui ne veulent pas venir au stade, ils sont abonnés, bah, ils ont droit quand même, grâce au streaming, à voir le match gratuitement. Donc voilà, on a dû adapter certaines choses, et en effet, c'est plus rentable, c'est plus, enfin, oui. Voilà, ça facilite certaines choses. C'est dans l'évolution, ça a été fait un petit peu plus vite que prévu. Oui, parce que c'est peut-être des choses que vous auriez dû mettre en place pour une modernité. C'était prévu de les faire, de moderniser le club à plein d'égards, à plein de choses. On ambitionne de revenir dans le niveau professionnel. Donc ce sont toutes des choses que l'on devait mettre en place. Ben, on les a fait de manière un petit peu plus précoce parce qu'il a fallu... on a eu le temps de le faire. Parce que forcément, il n'y avait plus de matchs à organiser, donc on a pu aussi réfléchir et voir un peu, tiens, qu'est-ce qu'on fait quand même, parce qu'il faut quand même continuer à évoluer, parce qu'un jour, ça reprendra. Et donc, on a adapté certaines choses, on a modernisé certaines choses, et voilà, ça nous a permis aussi de continuer à travailler. La transformation digitale, c'est un sujet qu'on aborde souvent dans ces émissions. La transition écologique aussi, et là, je me tourne vers vous. Au terme de Spa, on est comment, niveau transition écologique ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience supplémentaire qui est arrivée après cette crise ? Ça fait partie des choses auxquelles on pense évidemment énormément à Spa, puisque Spa doit sa notoriété grâce à l'eau qui est partout protégée, dans un environnement qui est constamment et perpétuellement protégé. C'est cette eau sacrée qui donne toutes les vertus aujourd'hui. Donc oui, on prend conscience de ça, je dirais, au quotidien, et on essaye de s'inscrire du mieux possible sur la carte de la ville. On surplombe la ville. Oui. On a ce grand privilège d'avoir la nature omniprésente partout. Bien Où sûr. Que vous regardiez par la fenêtre, vous voyez cette nature. Donc oui, elle fait partie de nos points d'attention, bien entendu. Et voilà, on cherche vraiment à montrer qu'à Spa, c'est vraiment, il est vraiment capital de prendre soin de l'environnement pour protéger nos eaux. Mais voilà, oui. accessoirement. Même question, Stefano Pace. On en fait quoi à l'Opéra de Liège de la transformation digitale, de la transition écologique ? Nous sommes en pleine action. La transition digitale a été un des premiers arguments qui étaient, auxquels on était confrontés, parce que ça rend le travail beaucoup plus agile, mais c'est surtout dans tout ce qui est lié à l'archivage et à l'utilisation de ce patrimoine visuel que nous avons. Et donc, la réflexion est continue. Et cette période n'a fait qu'accélérer la réflexion sur ce que nous allons faire, sur comment nous allons offrir nos produits de manière, non pas digitale, mais les services de manière digitale pour notre public. Pour ce qui est de la transition écologique, c'est aussi un thème très important. Nous avons déjà commencé à réfléchir sur l'utilisation dans des nouveaux bâtiments que nous allons construire à Anse pour les ateliers, l'utilisation des panneaux solaires, donc de tout système pour l'énergie, des systèmes passifs. Mais il y a aussi un autre grand argument qui fait date désormais, sur lequel un peu tous les théâtres d'opéra ont commencé à réfléchir, c'est quid de toute la production de décors. Nous produisons des décors. Les décors sont souvent énormes et souvent des pièces uniques. Et après un certain temps, ils ne sont plus utilisables ou réutilisables. Qu'est-ce qu'on en fait ?
comment on doit les évacuer, parce qu'on utilise souvent des matériaux plastiques, du polystyrène, des frigorites, comme on dit ici en Belgique. Et donc, ça représente un problème. Mais c'est aussi un problème économique. Donc, comment arriver à standardiser le plus possible, au moins la partie non visible du décor, pour pouvoir les réutiliser et le plus longtemps possible. Parce que c'est des questions qui sont sur la table. Ah, ils sont des questions c'est celle de la réutilisation des décors. Je pense que tout théâtre-opéra essaie de récupérer le maximum pour pouvoir être réutilisé. Et notamment les costumes. Nous avons une collection de costumes qui est absolument incroyable. Et donc, le plus possible pour les chœurs, pour certaines masses, on essaie vraiment de recycler, de retrouver une deuxième, troisième, parfois une quatrième vie pour des costumes. Donc, on y est en plein, et c'est un débat sur lequel on ne peut pas ne pas être sensible, surtout au moment où ils arrivent des tragédies comme celle des inondations qu'on a vécues. Donc, je pense que ça aussi, la claque est toujours double, celle du Covid, qui vous oblige à réfléchir, à ne pas donner pour acquis ce que vous avez fait pour les derniers 100 ans, parce que c'est ça, l'opéra, c'est peut-être un taux de renouvellement qui est plus bas que dans d'autres activités, parce que c'était beaucoup plus la tradition, mais aussi dans la vie commune de se dire, bon, oui, c'est l'opéra, c'est la tradition, ça se fait comme ça depuis 200 ans, mais peut-être il y a une autre manière de le faire, et d'être un peu plus au pas avec les temps, et d'être aussi plus sensible. Il faut être en plein dans ce qui est notre société et notre temps. Allez, on avance dans cette émission. Guillaume, je vais vous remercier d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour demain ? Beaucoup d'événements. Encore plus de clients, voilà. Encore plus d'événements à Saint-Nicolas, les ateliers gourmands à Saint-Nicolas dans les hauteurs de Liège. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu dans cette émission. On se quitte quelques instants pour une page de pub. À tout de suite. La Belgique se relance, la province de Liège est à l'honneur depuis lundi. Nous sommes sur les secteurs plaisir et ça fait du bien d'en parler, de sport, de tourisme, de gastronomie, de culture aussi. Karl Maréchal nous a rejoint. Vous représentez la Fédération du tourisme de la province de Liège. Bonjour. Faites-nous un peu rêver. Vous avez gardé tous les Belges en Belgique en fait pour leur faire découvrir la province de Liège, c'est ça ? Alors, je ne sais pas si on a gardé tous les Belges en Belgique à nous seuls, mais en tout cas, ce qu'on a constaté cet été 2021, c'est que 82% des touristes en province de Liège étaient belges, avec toujours autant de nos amis flamands, mais davantage de Wallons qu'hier. On n'a pas comparé les chiffres par rapport à 2020, puisque c'était le premier été c'est ça. de Et c'est la quoi, crise. c'est le double de d'habitude, à peu près ? Mais en 2019, en tout cas, donc avant la crise Covid, un été qui a été... Dans la vie d'avant. La vie d'avant, voilà, un été qui a été normal, voire caniculaire, contrairement à cet été-ci. Les Wallons, dans l'hébergement chez nous, étaient 7%. Cet été, ils sont montés à 36%. Donc, c'est quand même important de souligner ce chiffre-là, parce que si les Wallons étaient déjà fort présents dans les attractions, dans les musées en province de Liège, ça veut dire que cet été, ils ont vraiment confirmé une tendance qu'on a déjà sentie l'année dernière, c'est-à-dire un retour vers le tourisme local, la redécouverte de son pays, de sa province, de sa région. Et finalement, tout ça, ça ne peut que vous servir. Séverine, par exemple, plus les Belges restent là, plus ils viennent chez vous aussi. Oui, absolument. D'emblée, on a toujours eu une clientèle fort nationale ou régionale, puisque pour qu'on puisse remplir l'établissement durant les jours de la semaine, évidemment, les gens ne viennent pas toujours de très loin non plus. Mais oui, effectivement, on a constaté beaucoup de clients de la région qui venaient profiter un peu de leur institution. Ils se sentaient vraiment chez eux et je crois qu'ils se sentaient aussi en sécurité de ne pas devoir être mélangés à trop d'autres nationalités. Donc voilà, je crois que les gens ont vraiment cherché à la reprise un endroit où ils se sentaient en sécurité. Donc, c'est ça. Stéphano, chez vous, on vient que sur abonnement ou je peux prendre mon ticket et venir à l'opéra ?
Vous pouvez prendre les tickets et venir à l'opéra. Est-ce que vous avez vu ça, des nouvelles personnes s'intéresser à l'opéra depuis quelques semaines? Difficile à dire si c'était des nouvelles personnes. Certainement que toutes celles qu'on connaissait déjà, on les a vues. et nous avons, c'est trop tôt pour dire les choses, mais normalement, nous avons un taux de remplissage qui se répartit 50% sur les Wallons, 36% sur le reste de la Belgique et un 14-15% des pays limitrophes, Allemagne, Luxembourg. C'est ceux-là que vous voulez récupérer, Séverine. C'est les 15% de l'opéra, quoi. Voilà, disons qu'on compte beaucoup parce que, je veux dire, l'offre qu'on propose à l'Eurway, c'est une offre d'une très haute qualité. Et nos voisins, pour avoir les mêmes niveaux d'offres dans leur pays, ils doivent aller à Munich ou à Berlin, donc bien plus loin que chez nous. C'est la raison pour laquelle... Mais c'est un point très intéressant. J'en avais discuté avec votre prédécesseur à l'époque. C'est ça votre force, c'est de proposer un projet. Je veux dire, Liège est tellement bien placé sur la carte. Absolument. On vient vite chez vous. Absolument. Ça, c'est très important. Et il ne faut pas considérer théâtre d'opéra, c'est vraiment un attracteur et qui est aussi bénéfique pour l'ORECA notamment, parce que, je veux dire, les gens viennent et après le spectacle, ils restent ici, ils dînent ici ou ils déjeunent ici. Et la même chose, nos artistes invités, pour des périodes très longues, nous avons... J'imagine que vous n'avez pas eu de mal à trouver vos bons repères de restaurants italiens à Liège depuis votre arrivée? Oui, absolument. Mais vous savez, mais comme on aime faire la cuisine et française et italienne à la maison, on cherche plutôt des particularités d'autres choses. Donc, dès que j'ai mis les pieds à Liège pour la première fois, après beaucoup d'années, je mangeais des moules frites. C'est très banal, mais c'était symbolique, efficace, disons. Efficace. Karl Maréchal, le tourisme, cette crise sanitaire, elle s'est invitée, comme chez tout le monde, comme dans tous les secteurs. Dans le tourisme, ça a été assez violent. Comment vous êtes réinventé? Qu'est-ce que vous avez proposé en urgence à vos publics pour faire vivre le tourisme malgré tout? Tout d'abord, comme les invités aujourd'hui, on s'est retrouvés du jour au lendemain donc confinés, c'était un mois de mars, alors qu'on préparait toutes les actions de communication, de promotion pour la saison touristique à venir, et on avait de beaux supports qui étaient en préparation, et puis là, tout d'un coup, on arrête tout. Mais on s'est très vite retroussé les manches avec les collègues de la Fédération du tourisme de la province de Liège pour proposer de nouveaux services aux opérateurs touristiques, aux professionnels du tourisme, mais aussi aux touristes. Je parlais de tourisme local tout à l'heure. La première opération d'envergure, ça a été de sortir le Pass Province de Liège Tourisme. Consacré, destiné aux habitants de la province de Liège uniquement dans un premier temps. Donc c'est un passe-partout gratuit qui donne accès à toute une série d'avantages de promotion, de réduction qui sont négociés avec nos partenaires, donc des prestataires touristiques. Et très très vite, on a atteint le chiffre de 46 000 passes délivrés. Ça veut dire que 46 000 familles en province de Liège ont ce fameux sésame. Et nous, notre objectif, c'était à l'été 2020 d'appuyer vraiment cette tendance, ce regard d'intérêt pour le tourisme local, et de permettre à nos habitants d'aller redécouvrir les pépites de la province de Liège, puisque de toute façon, à l'été 2020, très peu de personnes envisageaient de partir à l'étranger pour leurs vacances, contrairement à l'été 2021. Et je viens de dire en début d'intervention que cet intérêt a pourtant été confirmé en 2021. Alors après, comment vous envisagez l'avenir? Parce qu'à un moment donné, est-ce que vous vous dites, ces gens, on ne va pas pouvoir les garder éternellement en Belgique? Comment on transforme l'essai et comment on continue à développer le tourisme de la province de Liège, alors que la vie va un jour, on l'espère en tout cas, reprendre tout à fait normalement? Et comment retenir ces gens pour continuer à leur faire découvrir des pépites? Moi, je ne suis pas sûr qu'on ne va pas pouvoir les retenir. Ils sont en Belgique de toute façon. Donc c'est là de nos premiers marchés. C'est le marché belge, à commencer par les habitants de la province de Liège, je les ai cités, les Wallons, les Flamands, les Bruxellois. Le tourisme, ce n'est pas seul. J'ai cité des chiffres d'été, mais le tourisme, c'est toute l'année en province de Liège, et en province de Liège particulièrement, un secteur qui contribue vraiment à
à la force touristique, c'est l'événementiel qui va revenir en force. Sûr. Souvent en province de Liège, et là je parle de période avant Covid, quand on connaît un été, une saison touristique un peu maussade, ce qui sauve la saison, ce sont les événements. Les francopholies de Spa, par exemple. Vous pensez que les gens ont changé ? Les gens vont encore plus consommer des événements locaux ? Mais je pense qu'il y avait une tendance... moi j'ai eu l'occasion de participer... avant la crise du Covid, il y a 3-4 ans, au salon des blogueurs, des influenceurs du web spécialisés dans le voyage. Donc c'était un salon francophone à Lille. Donc toutes les destinations de France, de Belgique étaient là à nos côtés. Et toutes ces stars du web, entre guillemets, qui nous balancent des images du bout du monde avec des images, des vidéos à couper le souffle, nous disaient ceci: nous maintenant, on a envie de se poser et de redécouvrir notre chez nous, de montrer toutes les pépites autour de nous, de montrer que c'est aussi beau chez nous que l'infiniment grand est aussi dans l'infiniment petit finalement. Ouais. Donc je pense qu'il y avait déjà une tendance vers un retour au tourisme local. La crise a été une opportunité. Dans toute crise, il y a des opportunités à saisir et je pense que c'en est une. Est-ce que vous traduirez ce que vous venez de dire, cette tendance à se tourner vers le tourisme local, mais finalement de se tourner vers les valeurs essentielles, qui sont plus celles de sa patrie, de chez soi, au lieu de toujours vouloir aller très loin ? Est-ce que dans le sport, vous voyez ça ? Le sport est très identitaire, donc surtout à Liège, où il y a quelques clubs de football, et nous, je parle principalement du football ici, les gens sont attachés à leur club, donc forcément ils reviennent, même si je disais tout à l'heure qu'on n'était pas encore à la jauge maximale, qu'il y en a qui mettait encore du temps à revenir, mais le fait qu'on ait eu plus de 1000 abonnés montre que tout de suite les gens sont revenus, ont repris leur abonnement parce qu'ils savent que le club a travaillé pour préparer une belle équipe pour monter, mais aussi parce que ça fait partie de leur vie. Ça fait partie de leur vie d'aller au football. Et pourquoi pas imaginer un ticket combi, on va le samedi la journée au terme de Spa, on va le samedi soir à l'Opéra et le dimanche après-midi on va au football. Pourquoi pas imaginer des collaborations ainsi, parce que je pense que oui, les gens ont envie de redécouvrir aussi ce qu'il y a autour de chez eux, mais c'est vrai que pour le football, bah oui, on va à Liège parce qu'on est supporter de Liège, parce qu'on a envie d'aller à Liège et qu'il y a un engouement par rapport à ce club-là ou par rapport à d'autres. Mais c'est très identitaire aussi comme comportement. Mais c'est vrai qu'on a tendance à rester chez... Enfin voilà, on dit, on va pas... En effet, on va plutôt aller, pas forcément en province de Liège, mais aussi en province de Luxembourg, à Namur, même en Flandre. J'entends beaucoup de gens autour de moi dire, je vais aller une journée à Gand. Voilà, j'ai une journée à Anvers. Voilà, ça a permis aussi de se redéployer dans son pays. Oui, c'est ça. Séverine, vous le disiez tout à l'heure, ce regain vers le bien-être, on a envie de prendre soin de soi. De nouveau, ça rejoint aussi les valeurs essentielles. Oui, absolument. Et puis, comme je disais tout à l'heure, notre établissement, il est ouvert 7 jours sur 7, toute l'année. On n'est pas comme sur des destinations justement de rêve auxquelles on pense, où on va peut-être une fois par an ou 2 fois par an pour les plus chanceux. Nous, on doit ouvrir toute l'année et donc monsieur parlait d'un séjour d'une journée ou 2 journées. On a beaucoup de short break et pour ça, il n'y a pas besoin de planifier cela 6 mois à l'avance pour partir sur une longue destination. C'est-à-dire que nous, on essaye d'accueillir des gens qui peuvent même décider de venir en semaine. Voilà, il n'y a pas besoin d'attendre une grande saisonnalité, la saison d'été ou la saison d'hiver ou les vacances de Toussaint ou les vacances de Carnaval pour venir. On accueille vraiment les gens tous les jours et ça, pour pouvoir remplir nos établissements toute l'année, évidemment, c'est sur le public local et régional que l'on doit pouvoir compter. On n'aurait jamais la possibilité de démarcher tous les pays limitrophes et les pays du monde pour pouvoir les faire venir et remplir nos institutions. Donc, je pense effectivement que tout le monde recherche des moyens faciles au quotidien de se faire du bien. Ça peut être le jeudi soir qu'on ait envie de se décontracter parce que le début de semaine a été dur et on ne doit pas devoir le planifier 15 jours à l'avance. On s'autorise plus de moments de bonheur et de bien-être. Exactement, Allez, on avance dans cette émission, on fait une petite pause pub, plus d'humains dans cette Belgique qui se relance dans la province de Liège, en tout cas, ça c'est certain. On en parle juste après la pub, à tout de suite. La Belgique se relance. On a entendu sur la semaine consacrée au Hainaut
le Hainaut, c'est plus humain. On a entendu sur la semaine du Brabant Wallon, le Brabant Wallon, c'est plus de réseau. Dans la province de Liège, c'est quoi? C'est plus quoi? Plus de chaleur. Plus La de chaleur humaine. Chaleur humaine, liégeois. Humaine, oui. Clairement. Cité ardente. Oui, absolument. C'était ma surprise. Et c'est un Italien qui le dit. Ah oui. Ça a été votre surprise? Ah ben oui, c'est une gentillesse qui n'est pas qui est une vraie gentillesse, un vrai intérêt, une vraie chaleur humaine, un accueil. Vous voulez dire qu'en italien, elle n'est pas vraie, la gentillesse, en Italie? Oui, c'est vrai, mais c'est différent. Ça s'exprime parfois de manière trop excessive et trop envahissante, alors que c'est discrète, mais en même temps très chaleureuse, quoi. Très chaleureuse, c'est vraiment très vrai. C'est Benoît Poulvord qui disait, je pense, une fois, vous allez à Liège tout seul, 1 heure après, vous avez 10 copains. C'est ça. C'est exactement ça. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. On peut aller tout seul à Liège, on ne va pas s'embêter une seconde. Oui. Voilà, c'est indescriptible. Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans à Bruxelles. Ouais, les Liégeois, vous êtes un peu à part, mais peut-être. Mais voilà, et tous les Bruxellois devraient venir à Liège parce qu'il y a cette chaleur, cette proximité, cette amitié qui est très présente. Allez, la chaleur humaine, on verra. Hein. Je note tous ces plus, et puis on en reparlera. On a une semaine sur Bruxelles qui arrive mi-novembre. On a une semaine sur la Wallonie-Picard. Donc on fera le best-of à la fin de cette aventure de La Belgique se relance. Un mot quand même donc sur l'humain qui s'invite quand même à la fête. Au niveau de votre management, au sein de vos équipes, est-ce que la Belgique qui se relance, la province de Liège qui se relance, elle se relance aussi d'une autre manière pour le management, Séverine? Est-ce que vous gérez vos équipes d'une autre manière aujourd'hui? Je pense qu'effectivement, il a fallu un petit peu se réinventer. Ça a été, on a dû non seulement recruter du personnel pour renforcer les équipes, donc on est sur un schéma peut-être un peu différent. Et puis, il a fallu quand même vivre 11 mois confinés. Ça laisse quand même des traces. Il a fallu un certain temps pour remettre le bateau en route. Certains sont restés quand même partiellement actifs parce qu'un bâtiment tel que le nôtre ne peut pas s'endormir. On ne peut pas juste débrancher la prise pendant autant de mois. Donc voilà. Et puis redécouvrir du personnel. Je vais dire, on a eu la chance de pouvoir récupérer un peu plus de 95% de notre personnel, donc toutes les entreprises n'ont pas eu cette chance. Mais voilà, il a fallu les faire revenir, certains avec beaucoup d'enthousiasme et puis d'autres peut-être un peu plus lents, je dirais, pour se remettre dans le bain. Et voilà, il a fallu prendre conscience, peut-être un peu plus observer chaque individu pour essayer d'être plus attentif aux personnalités de chacun. Parce que voilà, on travaille dans un métier de service où il y a beaucoup de contacts. On a quand même plus de 40 personnes qui sont au contact physique de la clientèle dans les soins esthétiques, les massages, etc. Donc, il était nécessaire, évidemment, de se soucier aussi du bien-être des employés. Et je dis, voilà, je pense que tout le monde est revenu avec énormément d'enthousiasme parce que, bon, on est quand même tous jeunes et quelques mois à la maison, c'est rigolo au début et puis après, on a quand même envie de s'y remettre. Donc, pas de problème de pénurie dans votre secteur? On sait que l'Horeca souffre, l'industrie souffre. Alors oui, dans certains secteurs spécifiques de notre industrie, oui, l'Horeca reste compliqué pour nous pour trouver du personnel stable. Je veux dire, là, on n'y est pas encore tout à fait. C'est vrai que on l'entend partout, dans tous les restaurants, oui, c'est ça. Voilà, dans toute la province de Liège. Je crois que c'est assez compliqué. Mais voilà, en grande partie, on a quand même pu compter sur le personnel qui était engagé chez nous et est revenu. Et le jeu a consisté à recruter ce qu'il nous manquait pour répondre à la nouvelle demande. Karl, dans le secteur du tourisme, ça va comment au niveau collaborateurs? Alors au niveau des collaborateurs, après une longue période de télétravail, c'est le retour au bureau. Mais je crois que l'erreur ce serait de faire comme si de rien ne s'était passé. Comment on relance la machine? De reprendre. Mais la machine ne s'est jamais vraiment arrêtée chez nous. Oui, bien sûr, on a pris un coup de bambou sur la tête comme tout le monde. Il a fallu organiser le télétravail. Il a fallu équiper tous les collaborateurs, même ceux qui n'avaient pas l'habitude déjà télétravailler.
Mais très vite, on s'est organisé. Alors bien sûr, on a perdu le contact humain, le contact direct. Par contre, et je pense que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on a gagné en efficacité. Oui. Là où hier, ou en tout cas avant le télétravail obligé, on passait peut-être 3-4 réunions à se poser des questions, en télétravail, on allait directement à l'essentiel. Oui, oui. Et je pense qu'il faut essayer de conserver certains enseignements de cette période de crise. Et de nouveau, moi, je pense qu'il y a des opportunités dans toute crise. Il y a des changements qui doivent s'opérer. Il y a des enseignements qui doivent être tirés pour la suite. L'erreur, ce serait de recommencer à travailler exactement comme avant. Et aujourd'hui, les collaborateurs sont davantage à la recherche de sens. Ils veulent du sens dans ce qu'ils font. Et c'est ce qui explique chez nous, en grande partie aussi, ce grand élan de générosité pendant les mois de juillet-août. On a, au niveau pas seulement de la Fédération du tourisme, mais de la province de Liège, on a des collaborateurs qui se sont dévoués sur le terrain pour venir en aide aux sinistrés. Pierre-Laurent, même question pour vous au niveau du management de vos équipes. Qu'est-ce qui a changé ? Ça a été compliqué parce que les gens ont été en chômage temporaire. Au niveau des joueurs, je l'ai dit tout à l'heure, il a quand même fallu les maintenir en forme, mais tout le monde était content de revenir. Oui, ça. Voilà, et en effet, on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Il y a un avant, il y a un après, mais il a fallu quand même quelques semaines pour vraiment relancer la machine, se remettre dans la routine. J'aime pas ce mot-là parce que voilà, mais en tout cas dans le mouvement. Et là, ça a été un peu compliqué de relancer. Même personnellement, ça n'a pas été facile de relancer la machine quand tout a dû recommencer. Mais en effet, je pense que je sentais les collaborateurs pas forcément heureux d'être chez eux, de rester là entre guillemets sans rien faire parce qu'on n'a pas non plus mis tout sous cloche. Il a quand même fallu travailler au niveau sportif et autres, ou financier et même commercial. Donc, mais c'était pas la même chose. C'était il manquait quelque chose. C'était pas gai, c'était pas épanouissant dans cette situation-là. Donc, il a fallu un peu relancer la machine. Mais une fois que la routine est repartie, on est reparti en vitesse de croisière. Là, les choses se remettent en place et tout le monde est content d'être là et le football et le sport et la culture et le tourisme, c'est donner du plaisir aux gens. Donc par un match de foot, par un spectacle, et on a, comme on dit à Liège, on a bon de donner du plaisir et de pouvoir reproposer des choses qui font plaisir aux gens. Oui. C'est quoi votre vision de l'avenir ? On sera où ? On sera comment dans 5 ans, dans 10 ans au RFC Liège ? On sera en Champions League. Non, on va déjà essayer. On sera à 1 voire 2 échelons sportifs supérieurs. On espère monter l'année prochaine et de vraiment stabiliser le club au niveau professionnel, remettre le club là où il était il y a 25 ans, avec l'équipe que Jean-Paul Lacombe a mis il y a une dizaine d'années pour relancer ça. On y travaille et c'est vraiment l'objectif d'essayer de retrouver la Pro League dans les 5 à 10 ans. Mais d'abord, l'année prochaine, on espère déjà retrouver le monde professionnel en division 1B et on travaille à cela avec le développement d'un stade éventuellement. Donc il y a des choses il y a beaucoup de choses dans le pipe, mais on a peut-être eu un petit coup d'arrêt, mais ça n'a pas en tout cas bridé les ambitions et les objectifs. Karl, même question. Le tourisme dans la province de Liège, il sera où dans 5 ans, dans 10 ans ? C'est quoi le prochain grand projet ? Je n'ai pas de boule de cristal, mais on avait déjà dans nos cartons à la Fédération du tourisme toute une série de projets pour faire évoluer nos missions. Oui. Au départ, nous étions un organisme de promotion touristique plutôt généraliste. Okay. Dès 2022, nous voulons être davantage une fédération aux côtés des professionnels du tourisme. Notre job de demain, ce sera vraiment d'accompagner les professionnels, les opérateurs touristiques de notre territoire, de leur proposer des formations de qualité, de soutenir des projets qui vont vers une innovation touristique, puisque la crise a montré que les opérateurs pouvaient innover et qu'il fallait innover. Donc c'est davantage ça le rôle de demain pour la Fédération du tourisme de la province de Liège. Séverine, au terme de Spa, on sera où dans 5 ans, dans 10 ans ?
Je crois qu'on va encore accomplir beaucoup de chemin. Oui. Vous savez, Spa, le thermalisme à Spa, il dure déjà Qui est patrimoine de l'UNESCO. Patrimoine de l'UNESCO depuis le 24 juillet de cette année. Génial. Donc l'histoire de Spa, elle date d'il y a plus de 300 ans. Donc moi je dis toujours, je fais un court passage dans l'histoire du tourisme et du thermalisme de la ville de Spa qui a tellement à raconter. Et je pense que voilà, les gens vont continuellement avoir besoin de plus en plus de se faire du bien parce qu'ils sont de plus en plus stressés. Bien sûr. Donc voilà, je pense vraiment qu'il y a encore un grand avenir et certainement des opportunités pour développer encore des moyens de faire du bien, non seulement voilà, sur le plan psychologique, mais aussi au niveau du corps et au niveau du corps de l'esprit. Donc, je vois vraiment l'avenir de ce secteur de manière très claire, très positive. Stéphane Opacci, on termine par vous. On va voir quoi à l'Opéra de Liège demain, après-demain ? Demain, après-demain, disons que demain, vous allez voir Onegin, qui est une magnifique production, et puis par la suite, continuer à faire bien et à faire mieux. Oui. Pour faire un parallèle avec le foot que j'adore, et il y a beaucoup de parallélismes qui peuvent se faire entre le foot et l'opéra, les mêmes passions qui déclenchent vraiment parfois des bagarres, et c'est d'être constamment en finale de la Coupe des Champions. Voilà, d'être aussi présent que possible au niveau européen et mondial. Mais vous êtes déjà en Champions League. Mais nous sommes déjà, on y joue constamment, et puis après, il faut gagner. Ouais. C'est aussi une compétition avec d'autres maisons. Vous vous rapprochez du podium de la Coupe du Monde, c'est ça que vous voulez dire ? Voilà, oui. Nous avons des équipes avec des acteurs internationaux très importants. Donc nous avons nos Ronaldo et nos Lukaku. Allez, on ne va pas parler foot dans cette émission, on ne va pas conclure là-dessus. Et donc la culture est aussi importante, je dirais, pour définir les niveaux de la qualité de la vie d'une communauté. Et donc je pense qu'on la verra au plus haut niveau pour les années à venir. On doit rendre l'antenne. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. Depuis lundi, nous avons donc fait le tour de La Belgique se relance en province de Liège. Nous avons eu la chance d'accueillir plus de 30 invités de qualité. Merci à tous pour votre fidélité. L'info continue sur LN24.